Donc là, on arrive à la partie la plus technique de toute la vidéo parce que j'en ai parlé souvent là de l'effet Hall. Donc, en plus, j'avais mentionné comme quoi je vais l'expliquer vers la fin. Je vais faire juste un peu de vulgarisation technique là pour les initiés et ça pourrait aussi aider là le monde qui sont spécialisés dans le domaine, les électroniciens ainsi que d'autres. Donc, j'ai préparé là un document technique par moi-même. Ça va faire vite là des notions de base pour expliquer l'effet Hall. Le nom, il vient de Edwin Hall, qui a été, donc cet effet-là a été découvert en 1879 par, par lui-même, donc d'où vient le même nom, effet Hall. Cet effet, donc, comme j'ai mentionné ici, il exploite la force de Lorentz. Là, ici, on va rentrer là sur les champs, là, les forces électromagnétiques. Mais avant d'aller plus loin là sur le fonctionnement électronique, la description du boîtier, de quoi il est composé, tous ces éléments, je pense que ça serait mieux que j'explique justement un petit peu, mais rapidement, l'effet Hall, c'est quoi que ça fait, c'est quoi ce phénomène, c'est quoi cet effet. Dans ce cas, j'aurais besoin de ma tablette. Je vais juste trouver un peu de place en bas. Donc, ce qu'a fait Edwin Hall, donc il a remarqué un effet qui a bouleversé tout de même là, la technologie électronique puis le monde des sensors, parce qu'on s'en sert là dans beaucoup de domaines, que ce soit la position, la vitesse. C'est même utilisé dans certains cellulaires, quand je travaillais au laboratoire Motorola, ça a été même utilisé sur le Motorola Horizon 8 V2 ou V, je ne me rappelle pas. Donc, c'est que il va y avoir une puce, mettons ici, là, cette puce-là, je connais pas le nom, je me souviens pas, c'est très très loin. Donc c'est un circuit intégré qui va avoir justement là un senseur effet Hall, sauf que lui, il est comme caché. Donc on a donc cette puce-là, on la voit pas. Il est en dessous là sur la partie électronique. Donc on a ici par exemple notre clavier. Donc, on a les touches, mettons, là, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à la touche, par exemple, 9, etc. On a ici, sur notre cellulaire Motorola, je parle du Motorola parce que j'ai travaillé au laboratoire Motorola, je les ai réparés, j'ai ouvert ces boîtiers, j'ai regardé ça au microscope, j'ai réparé au microscope électronique. C'est du monde de la microélectronique, c'est de l'invisible. Là, au départ, j'ai mis mon circuit ici, mais en réalité, il devrait être juste ici à côté, là. Donc, j'ai dit Motorola, Motorola, euh, Horizon, je pensais comme ça que ça s'écrit. Désolé, c'est très loin là. Donc, ça a été inventé en 2017. Et moi, justement, c'est cette période-là que je travaillais au laboratoire Motorola.
Donc c'est Riser, je pense c'est... Je me souviens pas, mais je pense que c'est Riser 8 V2, quelque chose comme ça. Lui, donc, on va avoir un petit aimant permanent ici. Un aimant, donc lui, il va avoir un champ magnétique, comme ça. Puis, on a justement notre puce là, à effet Hall. Donc, c'est un sensor. Lui, ce qu'il va faire, cette puce ici, quand on ouvre le flip, donc, mettons, on veut répondre à un appel ou on travaille sur l'écran, on garde de quoi. Euh, il- Quand on ouvre justement le flip, puis de l'autre côté, les champs magnétiques, donc ils sont très loin du sensor à effet Hall. Donc il va voir l'écran ici qui va s'allumer. On va voir de quoi. Et ce que ça va faire, justement, quand on va le flipper, fait fermer le flip, donc quand le flip-ci, il va, on le ferme, donc il va se rapprocher. Dès qu'il arrive à se rapprocher, il va voir l'aimant ici du magnétisme, c'est un aimant. Donc il va avoir ici euh, les champs de force magnétique qui sont quand même un seuil assez puissant. Ce qu'il va voir, donc ici à l'intérieur, il va voir un microcontrôleur. Donc il va y avoir ici donc un signal après que le sensor à effet Hall a détecté ces forces-là du champ magnétique. Donc on a un aimant, un champ magnétique fixe puis une puce électronique. Dès qu'il va y avoir le flip-ci le backflip qui va être fermé, donc il va y avoir ce champ magnétique, donc il va générer la puce là, le sensor, il va générer une pulse électronique qui va dire au microcontrôleur comme quoi le flip là, l'écran, le flip a été fermé. Il va avoir, maintenant après ça, donc au lieu que ce soit cet écran-là qui va rester allumé, lui, une fois que le backflip est complètement là, rabattu sur le téléphone, lui, l'écran va s'éteindre. Donc, le téléphone, il va devenir genre de même comme ça, là. L'écran, donc, est fermé. Il va voir ici juste un petit écran, là, maintenant, qui va afficher l'heure. Ce qui veut dire que avec l'effet Hall, l'aimant qu'on a ici, le senseur qu'on a ici, le microcontrôleur, on est capable de détecter la position. Minimalement, là, on s'en sert au moins pour détecter la position. Ici, c'est pas un moteur, mais c'est quand même une partie de l'électronique. Ça va servir justement pour se mettre ici, là, en mode veille. Donc, tout le téléphone, l'écran va s'éteindre, puis le téléphone, donc, il va sauver de l'énergie pour économiser de la batterie. Ça, c'est un des usages là. Je pense que c'est un meilleur exemple pour vous expliquer justement l'effet Hall, puis le magnétisme, puis le sensor, pour que par transition, je vais revenir à vous expliquer l'effet Hall en lui-même. Puis comment ça a été découvert, qu'est-ce que ça fait. Donc là, à présent, je reviens à expliquer tout simplement là, comment Edwin Hall en 1879 a découvert ce phénomène-là qui a comme attribué à son nom. C'est qu'il a remarqué qu'au passage, donc ça prend ces conditions-là, le passage, mettons, d'électrons ici, il va y avoir un courant, donc il va y avoir des électrons qui vont circuler sur une plaque, puis qu'on a un champ
Donc, on a un champ vertical, un champ magnétique, par exemple un aimant. Un aimant, donc on va voir ici, par exemple, un aimant ici. Donc, on a le pôle nord et le pôle sud. Donc, ils sont en vertical sur la plaque ici. Il va y avoir justement comme une déplétion, mais c'était plus, surtout, je parle du mot déplétion, c'est plus, on a utilisé ce phénomène-là sur des circuits contenant là, des matières dopées, donc du silicium ou trucs comme ça. Donc, c'est des semi-conducteurs, je veux dire. Ce que ça fait, c'est que il va avoir des porteurs, donc c'est que les électrons, ils vont commencer à avoir une déplétion, donc il va y avoir des électrons qui vont comme partir d'un côté, comme ça, donc ça va faire des moins. De ce côté-là, on va voir donc des moins un peu partout, à cause justement de cette force de Lorentz puis de la force magnétique. Et il va y avoir, quand les électrons ils vont laisser leur place, donc ils vont laisser des trous. Ils vont laisser ce qu'on appelle des trous. Et c'est ça justement sur les semi-conducteurs, que ce soit une jonction par exemple PN, donc il va y avoir des électrons qui vont circuler d'un autre, puis leur place qu'ils vont laisser maintenant là, on appelle ça des trous à côté. Et les trous, donc c'est des charges positives, puis le reste c'est du négatif, donc il va voir comme un champ électrique. C'est exactement ce qui va se passer, donc il va voir ici un champ électrique vertical, sur le courant et sur le champ magnétique. C'est ce qui va engendrer justement un voltage qui est transversal. Par rapport à ça, il va naître un voltage, donc il va naître une tension de Hall. Une différence de tension, là, c'est ce qu'on appelle justement la tension de Hall. C'est ce phénomène-là. Donc, il va avoir donc une tension à la sortie, mettons, d'un sensor. Exploitant le sensor, donc lui, il va avoir un semi-conducteur. Dès l'approche ici d'un aimant, il va générer justement une tension de Hall. C'est celle-là qu'on va justement exploiter par la suite là dans notre circuit électronique. Le résumé du résumé, c'est ça. Et pourquoi je parle de ça? Parce que notre machine, notre litière, elle exploite justement ce phénomène. Et ce phénomène-là, on peut l'utiliser soit comme un sensor pour détecter la vitesse, comme on peut aussi l'utiliser pour détecter une position quelconque d'un moteur ou d'une pièce qui tourne. Dans notre litière, donc j'ai parlé de roues dentées, c'est celle-là qui entraîne justement à ce que le tambour, il tourne, on l'a vu tantôt là dans la vidéo, le tambour il tourne, mais il tourne pas de même comme ça, donc il y a un moteur qui tourne. Comment il sait qu'en quoi il est rendu à telle position pour savoir justement qu'il est rendu à la limite pour changer de sens. On utilise justement l'effet Hall. Il y a un aimant puis des sensors qui font exactement ce que je viens d'expliquer. Ce sera mieux si je schématise ça rapidement pour mieux le voir et le comprendre. Supposons maintenant sur ma machine, ma litière, je veux faire la détection de la vitesse.
du moteur donc, et du tambour qui tourne. Ce qu'on a vu tantôt, il tourne comme ça, puis il revient comme ça. Il y a une vitesse aussi. Si maintenant je veux réguler la vitesse du moteur, un certain cycle qui va aller plus rapide que certaines sections ou justement pour éviter que il va s'emballer comme un fou parce que pour ne pas accidenter le chat ou le faire peur, donc il voulait justement aller euh, tranquillement dans sa rotation. J'ai besoin de savoir deux éléments de base. Donc j'ai ici donc une roue dentée. Ça c'est des dents. Et c'est ce mécanisme-là. Donc, mettons, lui, il a un axe comme ça. Puis, il y a, par exemple, ici, là, toute la partie qu'on avait creux ici, là, qui tournait. Donc, la litière, il est là. Il va avoir, donc, un axe ici. Il va avoir ici un moteur. Ici, donc, il va avoir aussi une autre roue dentée. C'est ce que j'ai montré quand j'ai déballé tout noir. Puis, il va y avoir un autre axe ici. Puis, je vais avoir ici un moteur. Donc, un moteur. Donc, c'est sûr que arbitrairement, je vais dire ici plus moins. Donc, il est alimenté. Puis, ces deux broches-là. Donc, je vais avoir ici un microcontrôleur. Il va avoir ici, d'après moi, un DAC. Et il va voir ici, par exemple, un ADC, Digital to Analog Converter, Analog to Digital Converter. Il va voir ici, donc c'est ça qu'il va voir, ça c'est compliqué. Donc là, il faut rentrer, donc si c'est mon microcontrôleur, là, il faut être un expert en programmation. Donc, il faut d'abord connaître c'est quoi un ADC, l'échantillonnage, puis tout ça là, comment le programmer. J'ai ces compétences-là. J'ai fait plusieurs projets sur l'ADC, comment aller lire justement quelque chose d'analogique et transformer ça à quelque chose qui est numérique que je vais traiter et je vais transformer ça en analogique à la fin, justement pour commander un moteur. Donc ici, c'est le cerveau. Ici, donc notre microcontrôleur, c'est lui la tête, là, c'est lui le système embarqué qui dirige toute la machine. Pour justement faire tourner ce moteur, je ne peux pas le tourner comme ça indéfiniment. Donc, c'est des moteurs pas à pas. C'est des stepper motors. Donc, c'est pas à pas. C'est pas juste tourner comme ça, là, de façon linéaire. Donc, il y a des positions, il y a une vitesse. Tout ça, là, on peut le gérer avec ce cerveau, ce qu'on appelle un microcontrôleur, comme on pourrait aussi utiliser un microprocesseur. J'ai utilisé les deux, le microprocesseur, le microcontrôleur. Moi, j'ai géré même les ports de métro en Chine. Donc, c'est un projet que j'ai fait justement pour gérer tout cet ensemble-là. Supposons que je vais utiliser donc l'effet Hall. Je vais mettre ici, juste ici, là, un aimant. Et juste ailleurs, je vais mettre de l'autre côté. Là, je vais le schématiser pour que ce soit visible, mais il faut le voir comme un circuit électronique très sensible. Je vais mettre ici un capteur ou un sensor à effet Hall. Puis, je vais prendre donc son brochage, puis je vais le ramener ici à un microcontrôleur. Ce que ça fait, là, je vais l'expliquer plus en détail. Le sensor, puis dans mon exemple, lui,
il va y avoir un état 1 tant que le senseur n'est pas là. Tant que l'aimant n'est pas là. Donc, à un moment donné que lui, il va tourner, pour tourner justement le tambour, donc il va s'éloigner, il va avoir un 1 qui va être analysé par l'ADC, et en même temps, donc, il va envoyer le signal vers le moteur pour lui dire continue de tourner jusqu'à temps qu'il arrive à une position quelconque. Maintenant, je veux qu'il arrête à cette position-là. Donc, il va avoir un deuxième sensor que lui aussi, il va faire une autre lecture quand l'aimant y arrive là. Quand il y arrive, c'est que il va envoyer un champ magnétique. De là, l'effet Hall, il va envoyer comme un 0. Ici, c'est un 1. Donc ici, c'est une pulsion positive. Donc là, je pense qu'il est nécessaire que je change de diapo pour vous montrer justement sur ce schéma-là que je viens de faire à l'instant. Pourquoi, quand j'ai ici mon aimant, je l'ai mis ici là pour être plus proche là, de la réalité. Donc ça, c'est l'aimant, un aimant permanent. D'après moi, il est supposé être de cette forme-là, il est rond. Puis ici, j'ai la roue dentée de ma litière. Donc ça, c'est le mécanisme qui entraîne tout le tambour pour qu'il tourne, arriver en haut, puis il va changer de sens. Derrière ça, donc, il y a toute une motorisation. Il y a cet aimant. Donc, lui, c'est lui qui indique la position actuelle où est-ce qu'il est rendu. J'ai mon senseur ici, le senseur à effet Hall. Puis, j'ai pris comme ça, là, arbitrairement, un microcontrôleur de type PIC 16F. Ça pourrait être n'importe quel microcontrôleur. Donc, moi, j'ai pris celui-là. Donc, pourquoi je vous dis quand le tambour, il va commencer à s'éloigner, il va commencer à tourner. Pourquoi mon microcontrôleur, il va recevoir un bit logique de 1 tout au long de tout au long que cet aimant-là, il va quitter, il va s'éloigner de ce senseur qu'on voit ici. Ça pourrait être un autre senseur, mais moi, je l'ai schématisé comme ça. Tout au long que il s'éloigne de ce senseur, donc il va avoir la tension de Hall, un voltage de Hall là, il n'y a pas d'effet justement, donc il n'y aura pas cette tension-là. Pourquoi notre microcontrôleur, il va recevoir un 1, arbitrairement, je vais dire ici 5 volts, parce que je ne connais pas le courant qui circule dans cette branche-là. Donc, je vais le mettre à 5 volts, comme ça pourrait être 3 volts, parce qu'il va voir ici cette résistance de 10 kΩ qui va chuter le courant qui traverse. Donc, c'est ça qu'il va avoir genre 3 volts. Arbitrairement, j'ai mis 5 volts par rapport aux 5 volts par rapport aux 5 volts que j'ai ici d'alimentation. On a fait justement chanter par une résistance ici pour dire au microcontrôleur, supposons que mon ADC, l'entrée de lecture par laquelle je viens lire le senseur, est de ce côté-là. Donc, je l'ai encadré ici comme un ADC, mais tout ça, c'est juste
schématique là pour vous l'expliquer. En réalité, c'est pas du tout ça là, mais juste pour comprendre l'idée. Pourquoi, quand mon ADC, il va faire l'échantillonnage et qu'il va lire un 1 tout au long, donc il comprend comme quoi la roue, il tourne, il n'est pas rendu où est-ce qu'il y a le sensor. Parce que justement, on s'en sert de ce circuit-là électronique. On va venir ici justement rapporter le 5 volts de l'alimentation et qui va venir lire un 1. On va dire un 0, mettons dans le binaire. Si c'est mettons, c'est un circuit TTL, c'est pas un CMOS. On va dire par exemple un 0 logique 1,1 volt, quelque chose comme ça autour de 1 volt. Et on va dire un 1 logique autour de 4 à 5 volts, arbitrairement. Donc lui, à partir qu'il va lire justement ici une tension positive qu'on a rapportée ici justement, pour lui, cet aimant-là, la roue, il vient de tourner, donc il s'est éloigné de ce sensor. Et justement, ça c'est une boîte noire, c'est le sensor AFEOL. Je vais vous le montrer en détail dans la prochaine slide. Il y a ici à l'intérieur un amplificateur opérationnel. Donc lui, justement, il va lire une tension. Puis il va y avoir justement comme une sorte de surface, c'est la surface où c'est là où ça génère la tension de Hall, si c'est un semi-conducteur. Donc il va y avoir un amplificateur opérationnel qui va lire cette tension-là, la tension de Hall. Quand est-ce qu'il va la lire justement? Il va la lire quand l'aimant, il va faire le tour, le tambour est rendu au maximum de sa rotation. Cet aimant-là, il va se rapprocher ici là du sensor. Il va induire ici là un champ magnétique permanent. Et en induisant ce champ-là, donc je vous ai dit qu'il va créer une certaine différence là de tension, la tension de Hall, qu'on va amplifier justement avec un amplificateur opérationnel. Lui, il va attaquer justement un trigger de Schmitt. Ça, justement, pour prémunir justement ce système-là contre les erreurs. Parce qu'attention, c'est un tambour, il ne faut pas qu'il y ait des erreurs. Donc, lui, il va avoir un détecteur de seuil, comme il va avoir comme une boucle d'hystérésis. On va voir le seuil maximal et le seuil minimal. Ça veut dire il n'y a pas la présence, il va avoir un 1, il n'y a pas de présence d'élément, il va voir, il y a présence de l'élément, il va avoir un 0. Mais ça, à la sortie de la boucle. Mais sur le sensor, c'est l'inverse. S'il y a un aimant, il va avoir un 1. S'il n'y a pas l'aimant, il s'éloigne. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de tension de Hall. Donc, il va avoir un 0 à amplifier. Mais nous autres, ici, on va faire la logique inverse. Quand l'aimant, il va s'éloigner, donc on va venir s'en servir de cette tension-là, le 5 volts, pour dire à l'ADC du microcontrôleur que le tambour est en train de tourner. Et au seul moment où il voit où est-ce qu'on a placé, par exemple, on a décidé que le tambour, il tourne, et rendu au maximum. Nous autres, on a placé un senseur ici. Et dans le tambour, justement, il y a la roue dentée. Il va traîner avec elle cet aimant-là, l'aimant-là magnétique. Donc, il va induire sur ce senseur-là, l'effet Hall, un champ magnétique. Donc, il va créer la tension de Hall. C'est cette tension-là qu'on va amplifier justement par l'amplificateur opérationnel, puis on va filtrer justement l'erreur grâce au trigger de Schmitt.
et on a un transistor. Ce transistor-là, son collecteur, il est branché justement ici, sur la broche 3, qui est la sortie ici. Ce qu'il va faire, donc c'est un PN, c'est un NPN, c'est un transistor en mode commutation. Donc en mode commutation, c'est un interrupteur, comme un interrupteur ouvert, un interrupteur fermé. Donc lui, il va devenir conducteur. Ce qu'il va faire, c'est quand il va conduire, donc il va ramener cette tension-là, il va la chanter ici, donc il va la ramener justement au ground. Là, on ne le voit pas. Et ça va induire un 0 ici. Quand on va voir un 0, donc il va y avoir un basculement d'état, état 1 vers état 0, à l'intelligence du microcontrôleur et va dire l'aimant est rendu à la limite max ou à la limite moyenne. Ça dépend comment on a configuré la gestion de la position du moteur. L'ADC, donc il va donner cette information-là. Donc le microcontrôleur, il y a tout un programme à l'intérieur. Il va analyser, donc il va faire le contrôle. Et à partir de là, il va avoir un DAC. C'est le DAC, justement, c'est lui, justement, qui commande le moteur. Donc, soit il va générer une tension ou il va l'arrêter. On va voir comme quoi le tambour, une fois qu'il a reçu cette impulsion-là, il va arrêter. Là, c'est le microcontrôleur, il va faire un switch. Donc là, le DAC, il va envoyer une tension vers le DAC, il va lui dire, tourne-toi, change de sens de rotation. Probablement, il y a comme un pont H. Il va voir là-bas comme des MOSFET dans un pont H. On commande d'un sens, ça tourne comme ça. On envoie un signal d'un autre sens, il va tourner comme ça. Et à partir de là, donc, il va commencer à tourner vers un autre sens, vers le sens, mettons, plus bas, parce qu'il a fini de faire son travail. Et en s'éloignant, on va reprendre, il va y avoir un 1 ici, donc notre microcontrôleur, il va savoir comme quoi le tambour est en train de tourner dans notre sens jusqu'à temps qu'il va voir, il va se rendre à la limite en bas, il va voir aussi un autre senseur périphérique et le cycle, il recommence. Donc lui, il va arrêter le moteur, il va dire, OK, on a fait tout le cycle complet, là, je désactive le moteur, j'arrête le cycle complet. Ça, donc, c'est juste une petite capsule pour vous montrer ça, le visuel. Pourquoi je disais, il y a quelques secondes, quand le tambour il va commencer à tourner, mon microcontrôleur, il va lire un 1 parce que c'est la conception hardware. On a décidé justement de le faire comme ça. Là, je continue la suite. Ici, il va envoyer un 0. Donc, mettons, il était comme ça un 1. Là, il va être rendu un 0. C'est à partir de là, mon microcontrôleur, il va détecter comme quoi le tambour est rendu à son max ici, en tournant dans ce sens-là. Il va avoir tout un système dans le microcontrôleur qui va lire ce signal-là comme quoi il est rendu à la position max dans ce sens. Il va avoir un autre contrôle qui va switcher ici, mettons un pont en H, mettons, pour changer le plus et le moins. À partir de là, il va avoir comme un temps d'attente pour que le microcontrôleur il analyse certains paramètres. Il va changer justement le sens de rotation de son moteur et le tambour il va revenir à sa position initiale. Et quand il arrive dans ce sens, le même aimant, il va avoir un champ magnétique qui arrive dans ce senseur-là à effet Hall. Donc, il sait comme quoi il est rendu à la position minimale. Un autre signal qui va être envoyé ici, donc il était plus, donc il va revenir en négatif. Là, il va arrêter le cycle. Schématiquement, globalement, je ne pourrais pas vous le faire mieux que ça. Parce que sinon, je vais vous perdre
puis ça demande beaucoup de temps là pour expliquer en détail. N'oubliez pas qu'un microcontrôleur, il y a du code là. Il y a du code, puis c'est des systèmes embarqués. Ça se peut que c'est du Linux, ça soit c'est du bare metal. C'est du bare metal, donc c'est vraiment, il y a juste des registres ACT, des mémoires, des ADC. Mettons, si je prends un PIC 16F, ça pourrait être ça. Ou je prends un ARM. Donc, il y a vraiment du codage qui va être fait par les ingénieurs en logiciel. Le reste là que je vous montre, ça, c'est des ingénieurs en conception hardware. Mais pour comprendre ça, qu'est-ce que c'est qu'un effet Hall? C'est juste cette puce-là et un aimant. Ce phénomène-là, regarde tout ce que ça fait toute une intelligence. Tantôt dans la vidéo, là, quand je montrais comment la litière, il fait son cycle, puis il va aller basculer d'un bord vers un autre pour nettoyer juste les crottes du chat. Il y a toute une intelligence embarquée à l'intérieur de tout ça. C'est pas juste un moteur qu'on va mettre on avec une prise puis qui va tourner sans arrêt, là. C'est pas du linéaire. Ici, c'est des systèmes embarqués. Il y a une intelligence. Il y a les stepper motors. Donc, c'est des moteurs pas à pas. Il sait la vitesse. La vitesse, on pourra le savoir justement. Par tantôt, je parle aussi de gestion de vitesse. Donc, on a ici une roue dentée qui tourne. Donc, il y a un moteur. Puis, je fais ici un sensor. Il y a un aimant. Donc, la vitesse, il va savoir en comptant le nombre de fois qu'il coupe. Le nombre de fois qu'il coupe. Donc, c'est le nombre de fois qu'il coupe divisé par le temps, il va trouver la vitesse. C'est très intéressant. Alors que en 1879, c'est quelqu'un qui a juste fait une remarque, puis une conclusion, puis avec le temps, puis avec la technologie, on a exploité ça, puis faire des systèmes aussi merveilleux, aussi compliqués qu'on a besoin justement pour notre confort dans notre vie quotidienne, puis on s'émerveille justement de la technologie. Tout vient aussi minuscule, aussi petit comme détail que ça. Voilà, pour cette partie-là, je vais essayer de vous expliquer justement en prenant une chip qui est un sensor à effet Hall, puis je vais vous montrer justement comment on détecte ce signal-là. À titre d'exemple, comme sensor à effet Hall, je pourrais vous présenter le A3144 qu'on voit ici présentement. Il est sous cette forme-là. Et donc, il vient avec un boîtier TO92. On voit où est-ce qu'il est marqué ici la partie X. C'est sur substrat qui a le semi-conducteur justement qui va détecter les champs magnétiques puis qui va générer la tension de Hall. On voit ici trois broches. On le voit sur le même schéma. Donc, on voit ici la une, c'est le VCC. On voit le ground, puis on va voir ici un output. On a ici justement un transistor et je vais vous montrer pour quelle raison justement on l'a fait dans cette configuration en NPN. Puis on va gérer son output là, sa sortie par le collecteur. Et on a ici un trigger de Schmitt. Donc lui c'est un détecteur de seuil.
On voit ici justement le phénomène d'hystérésis. C'est ce phénomène-là d'hystérésis qui est capable justement de détecter un seuil. On veut un seuil minimal et un seuil maximal. Je vais vous expliquer rapidement là pourquoi on a besoin de ce trigger. Le trigger, c'est un mot anglais, donc c'est un déclencheur. Lui, il se déclenche justement en détectant certains seuils, deux seuils généralement. Un seuil max et un seuil min. Puis il va venir driver ce transistor. Puis on va voir pourquoi justement ce transistor, puis ce trigger, on va venir justement envoyer un signal de détection là de l'aimant, par exemple sur notre litière, au moment où l'aimant y arrive juste vis-à-vis de ce sensor. Pour son alimentation, il est alimenté par une tension, c'est à partir de la broche 1, VCC, je ne pourrais pas vous le dire ici lequel sur le boîtier, je ne peux pas le savoir comme ça. Donc ça pourrait aller de 4.5 jusqu'à 24 volts. Puis on préfère justement une alimentation à 5 volts quand on a des projets avec des microcontrôleurs, parce que autres là, c'est des circuits numériques qui ne dépassent pas, surtout pour les TTL, généralement maximum c'est 5 volts. Donc pour les deux sorties binaires qu'on a ici comme sortie, comme je l'ai dit tantôt là dans mon explication, il va y avoir un 1 quand la tension Hall est absente. Ça veut dire que l'aimant est plus loin de ce sensor. Et on va voir un 0 quand la tension Hall est présente. Ça veut dire l'aimant est perpendiculaire ou juste il commence à se rapprocher à une certaine force parce qu'il y a un seuil justement sur le sensor. Schématiquement, la puce est faite comme ça. Donc, on a notre VCC. Par exemple, ici, je vais mettre un 5 volts. On va avoir un régulateur, justement, pour maintenir une tension stable. Cette plaque-ci, donc, c'est la partie qui fait cet effet-là. C'est notre partie semi-conducteur, grâce à elle, sur laquelle se base l'effet Hall. On va venir ici utiliser un AOP, un amplificateur opérationnel en mode comparateur. Donc, on a la partie inverseuse de ce côté-là, puis la partie non inverseuse comme montré. C'est ici qu'on a notre trigger de Schmitt, justement, grâce à son détecteur de seuil. Comme c'est un moteur, comme il y a ici des champs magnétiques, c'est ça qui va avoir des perturbations, là, je veux dire, du bruit qui va accompagner, c'est sûr, surtout qu'il n'y a pas, c'est pas assez de filtrage, il y a un moteur, il va avoir beaucoup de bruit électromagnétique qui va circuler dans tout le circuit électronique. J'ai parlé tantôt de la courbe d'hystérésis, c'est bien celle-là, on voit la forme d'hystérésis ici. Celle-là, il va justement assurer la commutation. Si, mettons, il n'y a pas le risque du bruit, on pourra juste prendre notre comparateur puis le brancher directement là sur notre transistor qui est en mode NPN. Mais parce que il y a justement, on veut faire une commutation stable, on est obligé d'insérer un trigger de Schmitt entre les deux.
Pourquoi, avant d'aller à la dernière slide, je vais expliquer justement pourquoi on a besoin justement d'un trigger de Schmitt. Avant d'expliquer justement là le rôle là, du trigger de Schmitt, de préférence que j'explique en amont. Qu'est-ce qui se passe d'abord? Donc, ici, où est-ce qu'il y a le X, c'est la plaque sensible. C'est à partir de là que ça va générer la tension de Hall. Donc, dès qu'il va voir ici un aimant de la roue dentée, par exemple, qui se rapproche, donc il va générer ici donc un champ magnétique sur celle-là. Donc, ça va générer justement une tension de Hall, mais qui va être quand même faible. On aura justement, donc, il va voir ici, ici c'est notre AOP, notre amplificateur opérationnel. Ça, c'est son entrée non inverseuse. Ça, c'est son entrée inverseuse. Donc, il va voir un signal qui va entrer ici, mais il va être très faible à la sortie. Donc, dans notre générateur, bah, comment j'appellerais ça là, donc c'est notre plaque sensible à effet Hall, il va avoir un signal qui va être une tension, je veux dire, une tension entre ces bornes-là, mais qui va être faible. Donc on a besoin justement de l'amplifier. Donc c'est pour ça que la puce est équipée d'un amplificateur opérationnel. Il va voir ici un plus VCC de ce côté-là et un moins VCC de ce côté-là. Un amplificateur opérationnel en mode comparateur, donc c'est un amplificateur aussi qu'on peut dire un autre nom, c'est un amplificateur différentiel. C'est pour ça qu'on a ici un plus VCC et un moins VCC. Et c'est là que j'aurais besoin justement de vous expliquer. Parce que c'est à partir de là qu'on va comprendre justement pourquoi le trigger de Schmitt, puis le pourquoi, puis les erreurs du bruit occasionnel qui va avoir un impact sur nos transistors. Pour vous montrer ça, donc j'ai dessiné minimalement là, ici, un comparateur, donc un amplificateur opérationnel en mode comparateur, un AOP ici, donc c'est lui, amplificateur opérationnel. Donc je vais mettre ici un diviseur de tension pour l'entrée inverseuse pour créer justement ici comme une tension de référence ici, et lui dans son entrée ici là non inverseuse, par exemple ici je vais voir ici notre sensor à effet Hall, donc il va détecter ici un aimant, donc il va générer une tension qui va envoyé sur la sortie 3, puis il va venir ici, non, pardon, non, là je suis dans l'erreur, tout ça est à l'intérieur, celui-là est à l'intérieur justement dans le sensor, c'est pas tout le sensor, mais juste ici là le substrat, où est-ce qu'il y a le X. Donc lui, il va justement, à cause du champ magnétique, il va avoir donc la tension de Hall, donc V Hall, V Hall, qui va venir, donc il va avoir un signal qui va venir ici, dépendamment justement de la force de ce champ magnétique, il va y avoir une comparaison. Lui, il va toujours comparer ce qu'il reçoit ici à la tension de référence
qu'on a pris le soin ici de calculer. Je vais dire, par exemple, ici, je vais mettre une 10 kilo ohm. Je vais le dire comme ça là, arbitrairement. Mais ça prend des calculs, quel seuil qu'on veut justement, qu'elle va détecter. Supposons que il a détecté, il a comparé, puis qu'il a trouvé supérieur à celui-là. Donc, si dans notre montage, on a ici VCC, plus VCC, et on a ici moins VCC. Ça, c'est notre sortie. Un amplificateur opérationnel, donc il fonctionne comme du binaire. C'est tout ou rien. Donc, soit à la sortie, donc je vais avoir comme ça, plus VCC, par exemple 12 volts, ou, ou un 0. Ici, c'est pas plus VCC, mais on va mettre ici là comme un ground parce que on veut un 0. Là, je viens d'allumer là. Donc, on va voir un 0 ici. Donc, ça, c'est comme notre 1. Ici, c'est comme notre 0. Parce que c'est ça qu'on veut dans notre contrôle, soit un 1, 0. Mais si j'ai mis ici un moins VCC, je vais avoir ici un moins VCC. C'est pour ça que moi, je veux un 0. C'est pour ça que je le mets ici en ground. Et donc, on va voir un train de plus VCC 0, plus VCC 0. Ça, donc, dans un état où le circuit est propre. Donc, on a comme ici une courbe dans le transfert. Donc, on a ici notre VS, notre sortie. Donc, lui, soit on a donc notre soit le seuil de plus VCC ou un 0 ici. Donc, il va basculer entre ces deux-là. Mais, admettons justement que ici, il va comme avoir du bruit qui va accompagner notre signal au moment où il va voir le passage de l'aimant ou quand il va quitter. Ce qui veut dire ici, il va aussi avoir aussi le bruit qui va accompagner la même courbe. C'est que, par exemple comme ça, c'est que dans certaines parties, quand il arrive ici à plus VCC, il va envoyer un signal comme ça. Mais il a dépassé quand même le seuil, mais à cause du bruit, on est rendu à moins VCC. Ce petit bout-là qui dépasse en dessous à cause du bruit, alors que le signal, le vrai signal, c'est celui-là. Donc, je vais supposer avoir un signal propre. Quand il dépasse un certain seuil de VS, je vais avoir un plus. En dessous, c'est notre 0. Donc, je vais avoir un 1. Mais à cause justement de toutes ces perturbations, je vais avoir par exemple un 0. Après ça, je vais avoir un VCC. Je vais avoir un 0. Je vais avoir un VCC. Donc, ça va venir faire contribuer à des erreurs justement de lecture. Alors que, n'oubliez pas, on a un transistor NPN qui lui est commandé par ça. Donc, à un moment donné, il va voir on, off, alors que c'est dû justement à ces perturbations. Et c'est pour ça, justement, entre les deux, on intercale justement le trigger de Smith que lui, il va fixer ici et notre limite ici, ça c'est notre VS up et il va avoir ici une certaine limite, ça c'est notre V sortie
down, par exemple. Ce qui veut dire tout ce qui est entre ces deux-là, ça va pas venir perturber notre signal. Soit on va voir, et c'est pour ça qu'on a ce qui a été décrit comme ça là, comme un hystérésis. Soit j'ai ce seuil-là, soit j'ai ce seuil en bas. Ça va venir justement filtrer, éviter que du bruit vienne justement erroner les lectures, puis induire notre microcontrôleur à faire une catastrophe. Oublie pas là, c'est une machine, il y a une vie animale à l'intérieur, c'est un chat. C'est maintenant au moment où il va détecter, lui, il va faire telle commande juste à cause du bruit. Donc, imaginez la catastrophe. Et c'est à partir de là qu'on est obligé, à partir à partir de notre amplificateur, on va aussi rajouter le trigger de Schmitt là qu'on avait avec ce symbole là, justement pour que même s'il y a des erreurs comme ça, du bruit, il va juste avoir un signal qui va venir comme ça. Il va être clean. On va voir notre VS up et notre VS down, qui est forcé par la détection là, du seuil du trigger de Schmitt. C'est à partir de là, on va justement stabiliser notre sortie puis éviter les erreurs justement. C'est le but de ce trigger. Là, j'enchaîne avec le fonctionnement électronique, puis on finira avec ça. C'est pour ça que j'ai mis ma slide entre les deux pour comprendre justement un type de conception pour ce circuit-là. Donc, on a dit, donc c'était un petit peu, c'est le A344. Donc, il fait de même quand on le voit ici. Donc, on a ici le schéma bloc interne, puis on a ici une sorte de circuit de contrôle. On a ici donc un branchement de 5 volts. Donc, je vais supposer ici qu'il y a ici un microcontrôleur. Donc, un microcontrôleur. Il va avoir ici, par exemple, une pin qui va venir lire la sortie ici. J'ai ici donc un 5 volts qui va venir. Donc, on a forcé ici une sortie qui va être toujours à 1. Donc, il va y avoir une certaine chute de la résistance de 10K. Je vais dire, par exemple, je vais voir ici un 4,5 volts. Donc, pour le microcontrôleur, lui, c'est un 1. On l'a expliqué ici en haut, comme quoi sur cette surface-là, quand j'ai pas un aimant ici à côté qui va envoyer des champs magnétiques, c'est fait de la sorte à ce que je vais avoir ici un 1. De la sorte à ce que mon microcontrôleur avec son entrée ADC, par exemple, il va lire, j'ai un 1 ici, donc je n'ai pas ici là un aimant à côté qui est proche de mon sensor. C'est sa logique de détection. Quand j'ai un 1 ici, ça veut dire la roue est encore loin là, est en train de tourner. Par exemple, mon aimant est rendu là.
mon sensor, celui-là, là, il est juste de ce côté-là. Ça veut dire que la roue n'est pas encore fait le tour. Ce qui va arriver justement quand l'aimant sur la roue dentée ici, on dit un bonhomme de neige, quand la roue dentée ici arrive à côté de ce senseur, ce qui va faire, c'est que ça va générer justement un signal qui fait que je vais avoir, donc pour bien le comprendre, tant que je n'ai pas l'aimant qui arrive ici, donc donc je vais voir, j'ai ici donc plus VCC, je vais avoir ici un 0, donc je vais avoir ici un 0, ce qui veut dire que mon transistor est à l'état bloquant. Je vais mettre un off ici. Si mon transistor est off, parce que lui est en mode commutation. En mode commutation. En mode commutation, c'est que c'est soit je vais avoir VCC, c'est soit je vais avoir comme directement il va conduire, puis c'est comme si il va voir, c'est comme un interrupteur dans le fond. En mode on-off là, c'est comme si mon transistor il devient un interrupteur. C'est le mode commutation. C'est soit je vois l'état bloquant, donc mon transistor est ouvert, c'est soit je suis à l'état passant, mon transistor, il va mettre comme l'interrupteur, il va le fermer, donc il va avoir tout le courant ici qui va venir vers le ground. Donc ce que j'expliquais, du moment que je suis à cette étape-là, que l'aimant n'est pas arrivé aux côtés de celui-là, lui, à sa sortie, j'ai un 0 ici. Ben, je veux dire, le transistor est bloquant, donc l'interrupteur est ouvert. Ce qui va rester ici, c'est pour ça qu'on a ramené ici notre 5 volts à travers cette résistance de shunt qui va venir dire au microcontrôleur que je t'envoie un signal, un 1. Dès que la roue y arrive à son max, là on veut nous-mêmes décider de choisir comme position maximale. Donc position max, on va placer ici ce circuit-là, juste à côté de cette partie-là. L'aimant, il va envoyer ici là des champs magnétiques. J'ai montré tantôt le mode comparateur, donc avec la tension de référence. Et quand il va voir ici tous les champs magnétiques qui vont frapper sur cette partie-là, donc il va voir la tension de Hall de ce côté-là. Notre amplificateur en mode comparateur, il va comparer ici parce qu'il est à 0. Donc, je vais avoir un plus VCC qui va venir ici. Je vais avoir ici donc un plus VCC. Notre transistor, il va devenir conducteur. Donc, ce qui va venir, il va venir cette sortie-là, il va la court-circuiter ici vers le ground. Donc, ici, on a un mode interrupteur fermé. C'est comme un fil. Ce qu'il va faire, c'est que il va prendre donc le plus VCC ici, il va justement de ce côté-là. Je l'ai montré ici, donc il va le court-circuiter
vers le ground ici et ça va me donner ici un 0. Un 0 ici. Quand j'ai un 0 ici, le microcontrôleur, il va recevoir ici, là, donc une chute, je veux dire, le signal, il va passer de 1 vers 0. Là, le microcontrôleur va savoir comme quoi la roue dont est arrivé à cette position-là, il va faire ce que j'ai expliqué tantôt. Donc, il va arrêter le moteur. Donc, il va arrêter le moteur ici. Donc, il va envoyer un signal pour arrêter le moteur. Il va faire, par exemple, le reverse si on veut retourner à une autre place, ou bien il va arrêter le cycle de nettoyage au complet. Donc, vous comprenez très bien maintenant là, pourquoi on a fait ce montage-là, pourquoi on a mis ici, là, on a chanté justement notre plus VCC, puis on a ramené à la sortie, et on a fait cette configuration-là en mode commutation, puis avec un transistor un transistor de type NPN. C'est exactement cette logique-là de fonctionnement qu'on désire avoir. C'est à partir de là, donc, qu'on est capable de détecter comme quoi la roue puis le tambour est arrivé à sa position maximale. Et c'est là que ce microcontrôleur ici, il va décider de l'action à faire suite à ce qu'il vient de lire sur notre sensor. Notre sensor, c'est pas du n'importe quoi. Il a une énorme contribution. Si le sensor, il capote, il fait pas sa job comme faut, le microcontrôleur, il va lire une information erronée. Il va faire, je veux dire, le contraire de ce qu'on veut, justement. Les deux, ils travaillent en jumelage, que ce soit le microcontrôleur, c'est toute notre intelligence, et le sensor, c'est son bras droit. Il informe justement en exploitant l'effet Hall que j'ai expliqué en long et en large, comment ça fonctionne, ce que ça fait, pourquoi on a mis un mode comparateur, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est dans le but justement d'arriver à tout ça. Voilà, je pense que je peux pas dire plus que ça. D'après moi, j'ai expliqué tout l'essentiel du fonctionnement. On est sorti justement d'une simple litière jusqu'à rentrer dans le monde de l'électronique, dans le technique. Là, mon but, c'est d'attirer les deux types d'abonnés, les deux types de personnes, ceux qui s'intéressent juste à une litière, comment la monter, comment ça fonctionne, et le monde là des curieux qui veulent comprendre pourquoi mon tambour, je veux dire, là, la litière, il a tourné, il est arrivé là, il est arrêté. Pourquoi j'ai entendu un bip? Pourquoi il a attendu quelques secondes? Pourquoi le tambour, il a fait un sens inverse? Pourquoi il est rendu à telle position pour s'arrêter et non pas au milieu? Qu'est-ce qui fait ça? C'est quoi cette logique? Donc, le but, c'est tout ça, là. C'est d'expliquer à tout le monde, puis moi aussi j'adore ça. C'est important de comprendre, puis ça va vous aider aussi si maintenant votre litière est tombe en panne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va vous donner une idée pourquoi c'est maintenant à un moment donné il tourne, il arrête au milieu, il n'arrête pas à la bonne place, ou il fait du n'importe quoi. Là, j'ai expliqué du simple au plus compliqué. Et je pense que je vais m'arrêter ici. Je vous remercie énormément. Merci pour votre fidélité. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci pour vos contributions avec vos likes, avec vos abonnements.
Et c'est grâce à vous que je continue justement à faire tout ce beau travail. J'adore ça, c'est pour ça que je le partage avec vous. J'espère que je vous ai aidé. Et votre soutien, les j'aime que vous m'envoyez, votre abonnement, le fait que vous partagez ma chaîne YouTube, mes travaux, ça va m'aider à me faire connaître, puis à cibler beaucoup de monde. Je vous remercie à l'avance pour toute votre générosité. On va se dire au revoir, puis merci pour tout. Bye bye.